Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog de Marion et Amélie. Est-ce que vous imaginez qu'en 2020, un conteur qui parle en patois saintongeais ait pu être nommé aux Molières? Aujourd'hui, nous vous présenterons Yannick Jolin qui s'attelle à être dans le réel et à faire résonner l'actualité du monde. Sa manière d'incarner un engagement tant politique que poétique pour faire survivre les origines face à la globalisation nous a touchés. Nous avons donc décidé de vous montrer son interview en intégralité. L'interview sera donc en 2 parties. La première tout de suite et la deuxième sera la semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu sur notre chaîne YouTube. Alors tout de suite, sans plus attendre, la première partie. Marion, à toi la parole. Bonjour, Yannick Jolin, conteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être conteur ? C'est toujours un mot dans la tête des gens, dans la représentation, que c'est un truc un petit peu ringard, un peu destiné aux socioculturels, un peu aux bibliothèques, devant une petite classe, devant quelques enfants. Moi, j'utilise parfois le terme comme si je faisais du stand-up mythologique. Et je crois que malgré tout, c'est assez juste dans le rapport au public. Dans le stand-up, les gens, normalement, mais sont dans une relation réelle avec le public, en étant en capacité à la fois d'émission et de réception. C'est-à-dire vraiment de causer aux gens et de réagir sur ce qui est en train de se passer. Ce qu'on voit beaucoup dans la rue aussi. Et ça, cette relation sans quatrième mur, ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est cette espèce de mur invisible qui sépare le public de la représentation dans un théâtre. Dans cette relation directe, on efface ce quatrième mur, on l'enlève pour vraiment parler en vrai aux gens. Et moi, j'aime cette relation directe avec les gens. Et quand je dis mythologique, c'est parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans le matériau utilisé par le conteur, c'est dans notre mémoire commune de notre humanité, depuis le début de notre humanité, les humains, avec leurs intérieurs un peu compliqués. Nos ancêtres étaient comme nous, c'est-à-dire qu'ils avaient des monstres à l'intérieur. À partir de ces monstres, on a commencé à faire des récits, parce que nous, les humains, on a besoin de donner du sens à nos vies. Donc on a déroulé des récits qui étaient faits avec ces monstres, avec le combat avec les monstres. Et ces récits, depuis le début des temps, ils racontent vraiment le cheminement de notre humanité. Comment on apprend à être grand, comment on apprend à passer les épreuves, comment on tombe et comment on se relève. Quand je suis conteur, j'ai cette capacité à la fois raconter une histoire et à la fois sortir de l'histoire, faire des commentaires sur l'histoire, faire des commentaires sur l'actualité, parler de la personne qui est en train de se moucher là devant moi au premier rang, parce que je suis dans l'instant présent, je suis ici et maintenant. Donc il y a à la fois cette espèce d'humanité là, ici, dans cette pièce, Marion et moi en train de parler, et en même temps l'humanité tout entière qui est convoquée avec ses symboles, avec ces choses qui nous habitent, notre mémoire commune. Tu as la particularité de conter en poitevin saintongeais, donc c'est ta langue natale parce que tu es vendéen d'origine. Pourquoi avoir choisi ta langue natale pour conter ? Moi, c'est ma langue maternelle, donc c'est la langue de mes émotions. Parce que la langue maternelle est liée aux émotions les plus profondes. Parce que la langue maternelle est quelque chose qui nous ancre dans notre identité vraiment profonde, quoi. Et il se trouve que moi, ma langue fait partie d'une série de langues qu'on appelle frêles. Moi, j'aime beaucoup ce mot frêle, parce que ce sont des langues, effectivement, qui, comme dirait Joachim du Bellay, n'ont pas été bien jardinées. Parce que moi, il a parlé de même, attends, jusqu'il y a 6 ans, mon parlange à ma, dans la gorouette de monde que diation, on n'avait pas rien qui parlait autrement. Il était en torto-paysan, torto-catholique, torto-vendéen. Et en arrivant au collège, il a compris qu'il y avait une langue sale. Donc comment garder son amour propre quand on a une langue sale ? Nous, nos patois, nos dialectes, nos langues ont été totalement dévalorisés par l'écrasement, la volonté d'avoir une langue unique. C'est formidable d'avoir notre langue unique, la preuve. Je l'utilise avec une joie non feinte. Mais elle s'est faite en écrasant les autres, en diminuant, en donnant de la honte. Peut-être ça amène à ma deuxième question. Le choix de la langue est-il pour toi un choix politique ? Absolument. Absolument. Ah oui, pour moi, c'est un choix politique parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les outils d'émancipation. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y ait toute une partie de la population, en particulier en France, qui se remettent en paix avec ses origines. Cette honte, elle a été transmise. Et elle est encore là.
Mais cette honte héritée des grands-parents, etc., qui ont été humiliés avec leur langue, on la porte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller nettoyer ça, parce que je pense qu'on le doit à nos enfants, ça. Si nous, on ne nettoie pas les paquets qui nous ont été donnés par nos ancêtres, eh ben c'est eux qui vont se les coltiner. Voilà de dizaines de langues qui disparaissent tous les ans dans le monde. Les peuples autochtones, 370 millions de personnes dans le monde, 5% de la population, 90 pays, ne parlant la quasi-totalité de 7000 langues existantes. 3000 sont en danger. On en va de la diversité de nos langues comme de la diversité de nos espèces. Quand on arrête de parler une langue, on arrête de transmettre les savoirs. Alors c'est pour ça que nous, y transmettons avec chaud, qui est au collet. Et le choix de la langue est-il pour toi aussi un choix poétique? Bien sûr, c'est un choix poétique parce que dans ma langue, il y a des mots de par leur incongruité, de par leur sonorité. Bien sûr que les mots... Quand j'utilise le mot arentelle pour dire une toile d'araignée, le mot arentelle il sonne infiniment mieux, et en plus il vient directement du latin. C'est l'araneatella. Donc on vient directement de ça. C'était un mot qui était utilisé dans ce qu'on appelle un ancien français, c'est-à-dire un français qui se gavait, se nourrissait de tous ces particularismes un peu sur le territoire, quoi. Et bien sûr qu'il y a une poésie folle là-dedans. Et est-ce que tu penses que avec l'expérience que tu as depuis de nombreuses années en tournée avec tes spectacles, est-ce qu'il y a un espace en France pour l'héritage culturel populaire? Ah, c'est une vraie belle question parce que je me suis coltiné, quoi. Hein, vraiment, moi, quand j'ai commencé comme conteur patoisant, j'aurais jamais dû faire ma place dans l'institution. C'est toute la découverte, justement, c'est extraordinaire. Voilà quand même un garçon qui est encore une fois pro depuis 10 ans, qui vient de présenter le spectacle précédent, Pougny-Hérisson, au moins 200 fois. Plus de 200 fois, oui. Celui-ci, c'est La Vie des Roses, vous l'avez commencé il y a 1 an, tout près d'ici, à Chevilly, puis vous avez fait le tour de France. Et pour la première fois, il vient à Paris. C'est ça qui est étonnant, c'est pour ça qu'on le fait venir. Alors, c'est bien. Et c'est drôle parce que tout le monde se part dans cette institution d'une espèce d'ouverture au monde, cette volonté d'excellence. Mais il y a quand même un petit côté au-dessus du panier qui parfois est un peu débectant, quoi. Moi, je n'ai pas envie de laisser le problème de la richesse des territoires, la richesse culturelle, au phénomène identitaire. Hein, mais en France, dès qu'on parle de langue régionale, dès qu'on parle de spécificité régionale, on est vraiment les héritiers de l'abbé Grégoire de 1794, quoi. On est les réactionnaires. On ne peut pas revendiquer une expression venant d'un territoire sans qu'il y ait suspicion de réaction. Et ce qui est formidable en plus, c'est qu'en même temps, nos élites culturelles accueillent avec une bienveillance folle tout un tas d'écrivains, tout un tas d'auteurs qui viennent de minorités totalement opprimées et ne sont pas capables de voir à quel point sur leur propre territoire, elles oppriment en retour d'une façon éhontée et honteuse. Ça m'amène donc vraiment à cette question d'après, quand tu parles de l'institution, parce que toi, tu es reconnu en France par les grandes institutions culturelles. Tu as eu la Légion d'honneur en 2013, le Chevalier des Arts et Lettres en 2005, nomination Molière en 2020. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'être reconnu par ces institutions? On pourrait dire que c'est un paradoxe d'à la fois être aussi critique vis-à-vis de l'institution et de tenter tellement à tout prix de se faire reconnaître par elle. Les médailles en question, j'aurais pu les refuser, c'est très chic de les refuser. En même temps, moi, je les ai toujours reçus beaucoup au nom de ma communauté. Je vois bien à quel point, quand je suis monté sur la scène, j'aurais jamais, moi, de par mon histoire, je ne serais jamais monté sur scène en mon nom propre. Quand on est paysan catholique vendéen, on ne relève pas la tête tout seul, on ne se fait pas remarquer, hein. Donc moi, je suis monté parce que j'avais fait mes collectes d'histoire chez les anciens de l'âge de 15 ans à 25 ans. Quand je suis monté sur la scène, je prenais cette parole au nom de tous. Et bien sûr que je me suis battu comme un chiffonnier, moi, pour avoir une reconnaissance de l'institution. Et ça m'a permis d'avoir une audience. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas cette entrevue
si j'avais pas eu cette reconnaissance-là de l'institution. Donc bien sûr que quand on est dans une minorité, quand on est dans un endroit qui est difficile, bien sûr qu'il faut forcer l'accès. Il faut forcer l'accès. Donc il a fallu que j'utilise les codes de l'institution pour arriver à trouver cette légitimité et cette chambre d'écho pour aller rencontrer des gens. Mais à un moment donné, moi en 2010, j'en avais ras le bonbon. Et aujourd'hui, finalement, même si je ne suis plus invité sur les théâtres, je m'en fous. Je refais un groupe de rock en patois, que je jouerai où je pourrai, et puis je vais faire du conte où on m'invitera. Voilà, la vidéo touche à sa fin. La suite de l'entretien sera la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Alors pour ne pas la rater, surtout, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et rendez-vous la semaine prochaine.